À quel moment tu te dis j'arrête? Pour moi, c'était toujours, OK, peut-être aujourd'hui il pleut, mais demain, il y a le soleil de nouveau. Comment tu gères cette dualité? D'un côté, il y a le classement, puis de l'autre côté, il y a la santé. Si tu as un rêve, tu dois vivre pour ça. Toi, tu avais un sponsor ou c'était toi qui as acheté ton propre matériel? Aujourd'hui, il pleut, mais demain, il va y avoir le soleil. Bonjour et bienvenue dans Du Rouge au Renouveau. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Amra Sadikovic, qui est une ancienne joueuse de tennis à haut niveau. Bonjour, Merci de me recevoir aujourd'hui. merci d'avoir m'invité. C'est gentil. Je te présente en quelques mots, histoire comme ça tu n'as pas trop de soucis avec le français. Amra Sadikovic est une ancienne joueuse de tennis professionnelle suisse. Tu as commencé très tôt le tennis, tu en parleras un petit peu plus tard après. 15 ans environ de carrière professionnelle sur un circuit international et 126e rang mondial, c'est ton meilleur rang. Et tu as eu la chance de jouer aussi contre une Serena Williams, on en parlera après. Mais derrière tous les résultats, il y a surtout une histoire de résilience. C'est surtout ça que moi j'aimerais mettre en avant dans le podcast. Et comme beaucoup d'athlètes, tu as connu le haut niveau, tu as connu aussi des graves blessures. Et on en parlera aussi. Tu as eu des périodes où tu pensais que tout allait s'arrêter, mais tu as toujours reçu à revenir et tu as toujours été de l'avant. Et un moment qui symbolise parfaitement une carrière sportive, c'est que tu es tombé, mais tu es toujours revenu au plus haut niveau, toujours plus forte. En tout cas, moi, je t'ai connu comme ça à travers les tournois. Donc, dans cet épisode, on va parler surtout de sport de haut niveau et de blessures, de pression et de transmission, surtout au niveau de mindset, comment toi tu donnes aux jeunes le mindset au niveau du tennis, parce que tu entraînes des jeunes aujourd'hui. Et quel mindset tu donnes à la jeunesse pour arriver au même niveau que toi. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, pourquoi on fait cet épisode. Donc voilà. Merci de m'avoir en tout cas accepté l'invitation et ça me fait plaisir d'être là avec toi. En Argau, Argovie. Euh, quelle place avait le sport dans ta vie au niveau de que quand tu étais enfant? Le sport avait toujours une grande place dans ma vie, peut-être aussi parce que mon père, il jouait au basket. Et il y avait mes cousins qui ont joué au foot. Et le foot, j'ai commencé avec le foot. Et puis, ouais, pendant toute ma vie, le sport c'était toujours un grand truc dans ma vie. J'ai commencé avec le basket, puis le foot, après le tennis, et là, je suis restée. Ça veut dire que depuis le début, tu as ce fait d'être dans le sport avec ton papa et tu as toujours suivi ta carrière sportive à ce niveau-là. Ouais. Ok. Et à quel moment le tennis est devenu quelque chose de plus sérieux pour toi? Ah, c'était vraiment tôt. Moi, je commençais à jouer au tennis à 9 ans. Oui. Et après, à 10 ans, ils m'ont envoyé dans un grand club. Oui. Là, il y avait un entraîneur et il m'a dit, oh, c'est intéressant. Il a vu que j'ai la passion pour le sport. Et j'avais environ 12 ans quand j'ai pris la décision avec mes parents. Moi, je vais jouer au tennis. Ok, et à partir de 12 ans, c'est là où tu commences à faire tes armes au niveau du tennis, à t'entraîner à haut niveau. Ouais, C'était combien d'entraînements par semaine quand t'es enfant? là, c'était 5 fois, c'était presque chaque jour. Ok. Oui, mais on parle ici de 2 heures par jour. Ok. Et c'est à quel moment où on voit que tu as quelque chose pour le tennis, tu as un don? Euh, C'était pour l'entraîneur ou... Oui, à quel moment les gens ils se sont dit, ah, Amra, elle a quelque chose avec le tennis. Moi, je pense que c'était même un peu plus tard quand j'ai joué les Swiss Championship. Ouais. Et là, j'ai gagné dans la catégorie moins 16, je pense. Ouais. Et là, c'était aussi Swiss Tennis qui m'a appelé et m'a invité d'aller m'entraîner à Swiss Tennis. Et là, tout ça a commencé. Ok, Ouais. ça a commencé à ce moment-là. C'est là que ça a commencé déjà à prendre et tu as eu des gens qui t'ont vu, ils se sont dit, ah, elle a quelque chose en plus, elle a un talent et Swiss Tennis t'a contacté. Ouais. Swiss Tennis qui a bien aujourd'hui, c'est juste. Dans ta famille, comment on parlait du sport en général? Est-ce que c'est quelque chose où vous parliez en général ou c'est quelque chose où ça passait en second plan au début? Comme j'ai avant dit, le sport, c'était toujours un grand truc dans ma vie, dans mes
dans la vie de mes parents, mais pas de mes sœurs et mon frère. Oh, Pas du tout. Comme j'ai dit, ma sœur, elle a commencé avec moi, mais elle a arrêté après un an. Et pendant ma carrière, on n'a pas vraiment beaucoup parlé du tennis. Parce que tu vois, si tu voyages beaucoup, tu joues au tennis chaque jour, t'as que le tennis. Et quand tu es à la maison, ça c'était pour moi, je voulais pas parler du tennis beaucoup. Parce que ça me fait encore plus de pression. Et mes parents et mes sœurs et mon frère, ils ont essayé de prendre la pression. Et comme ça, on a dit, on essaie de ne pas parler trop du tennis ou du sport en général. donc en gros, quand tu as commencé jeune, tu as déjà commencé à faire des tournois un petit peu partout. Mais par contre, la maison, ça reste la maison. Ouais. Ça veut dire que le tennis, il reste dehors. Mais une fois que tu es à la maison, c'est là où tu redescends la pression, histoire de se dire, on calme et puis on est en famille. On n'est pas sur un corps de tennis. Ouais. C'est drôle. Ouais, mais c'est pas toujours si facile. Oui, bah, tu as une pression. Puis en étant jeune, je pense que tu as aussi du mal aussi à faire ce pont, la différence, parce que tu es à fond, je pense, dans les entraînements, 5 fois par semaine, 2 heures, et tu rentres à la maison et il faut se remettre à l'école, il faut se remettre dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est difficile de couper Ouais. à ce niveau-là. Euh, le regard de tes parents, ça a été quelque chose qui était compliqué pour toi? Ou est-ce que ça a été quelque chose qui t'a mis une pression ou c'est quelque chose qui t'a poussé en avant? Euh, je dirais que c'était un mix de tout ça. Euh, C'était pour moi une motivation parce que mon père, il a beaucoup voyagé avec moi. Ma mère, elle était à la maison avec les autres parce que comme j'ai dit, j'ai 2 sœurs et encore un frère. Mais mon père était toujours avec moi et c'est bizarre. Il y a des fois que j'ai détesté lui avoir avec moi parce que ça me fait beaucoup de pression. Mais s'il n'était pas là, j'étais Quelque chose qui manque. perdue. Ouais, ouais, exactement. Alors, et là, c'était difficile, je pense, pour lui, pour avoir la balance. Des fois, il arrive, des fois, il n'arrivait pas. Ouais, Donc en gros, s'il n'était pas là, c'était comme bizarre pour toi, tu n'avais pas forcément un guide, une direction. Ouais. Et quand il était là, c'était comme une espèce de grosse pression supplémentaire du fait de se dire, j'ai pas envie de décevoir aussi mon papa. Je pense qu'il y a aussi ça en disant, il se déplace. Je pense qu'il y a aussi une histoire de sacrifice avec les parents, hein. Quand on a une carrière de sportif, on sait que l'argent, il vient pas du jour au lendemain. Les parents, ils font des sacrifices et derrière, on aimerait aussi se dire, merci. Et je pense que c'est aussi une pression supplémentaire au niveau du regard des parents. oui, c'est exactement ça. Parce que je sais, mais mon père, il est venu en Suisse il y a 1992, je pense. Et mon père, il avait en 1992, toute seule. Et puis, 3 heures après ça, ma mère, elle est venue. Alors là, ils ont eu une vie difficile, hein. Et je pense que ça devait être ouais, facile de s'intégrer. ouais, exactement. Et l'argent était toujours un topic. Et moi, je savais que le tennis coûte beaucoup. Et, et j'ai toujours su que mes parents, ils ont fait tout ce qu'ils peuvent pour moi. Et aussi mes sœurs et mon frère. Je me rappelle, des fois, j'ai reçu la nouvelle raquette ou des chaussures à tennis et ma sœur, elle n'avait rien. Ouais. Parce que c'était comme ça. Mes parents ils n'ont pas eu beaucoup d'argent, Bien sûr. hein. Et ta question après, ouais, c'est aussi, tu es sur le terrain, tu vois, le père est là et tu veux gagner pour toi, mais aussi pour la famille parce que tu sais, ils ont supporté tout le temps. Ils ont fait des sacrifices et toi, tu as envie de dire merci beaucoup d'avoir fait ça et de pouvoir redonner de l'autre côté. Et aussi de montrer à ta sœur aussi que peut-être qu'il n'y avait pas forcément la même chose du fait que toi, tu avais une carrière, on sait. Et c'est compliqué de se dire, ah oui, moi, je reçois plus que ma sœur ou autre. Et tu aimerais aussi la remercier à travers les résultats et pouvoir redonner aussi en arrière. Ouais. Mais ça doit être une grosse pression au niveau d'être déjà enfant parce qu'on voit déjà le fait que les parents ils se restreignent, ils font les sacrifices pour eux, pour te donner, et derrière, toi, tu aimerais vouloir aussi donner en retour. Ouais. Je comprends tout de suite le guide au niveau du papa quand il est là ou il n'est pas là. Est-ce que tu avais peur de décevoir? Tu me l'as dit, tu avais peur de décevoir, ça oui. Et est-ce que tu as eu l'impression que ta valeur, elle dépendait de tes résultats?
en étant enfant? Franchement, toujours. Ok. Parce que le tennis, c'était tout pour moi. J'avais que le tennis et ma famille. Si tu prends ce chemin, tu fais pas beaucoup d'amis dans l'école. Toi, tu es toujours sur le terrain. Bah, tu vas à l'école, tu sors de l'école, tu vas à l'entraînement. Exactement, ouais. Et des fois, j'ai pris ma raquette avec moi à l'école et puis directement au training. Mais ce que veut dire, tennis, c'était très tôt tout pour moi. C'était la valeur de tes résultats, c'était quelque chose qui était pour toi une espèce de pression ou c'était quelque chose que tu avais du mal à vivre? Ou vraiment les résultats, tu te disais, ah, je suis puissante, aujourd'hui je me développe, ça marche. Ça me fait aussi beaucoup de pression. Et par exemple, si j'ai joué un tournoi et j'ai vraiment bien joué, j'étais heureuse, et tout était bon, bien. Et si j'ai perdu un match, pour moi, c'était vraiment comme j'ai perdu ma vie. Alors, ouais, c'était comme ça, hein. Il y avait beaucoup up and downs. Ouais, beaucoup de hauts et de bas, ouais. Ouais. Et là, il a pris beaucoup de temps quand j'ai compris, hey, stop, il y a la joueuse Amra, il y a la personne Amra. Et si je perds un match ou quelque chose, yes. C'est un petit peu comme quand tu rentres à la maison. On parle pas de tennis, et ben là j'ai perdu, mais je peux rentrer à la maison, c'est OK. Oui, c'est OK, mais c'est toujours moi qui a fait ça. Bien sûr. Mais toi, au niveau de préparation mentale, tu as eu quelqu'un qui t'a aidé en étant jeune à la préparation mentale ou pas du tout? Franchement, non. Tu t'es fait toute seule sur le court. Ouais. Mon entraîneur Freddy Siegenthaler, il a essayé, mais il avait un club, il y avait d'autres joueuses. Bien sûr, tu n'étais pas toute seule. Ouais, il avait pas beaucoup de temps. C'est compliqué. Sur le circuit professionnel, donc tu as 12 ans, tu commences à faire des tournois un petit peu partout, tu te développes au fur et à mesure. Ça prend quelle place le sport dans ta vie à ce moment-là, au niveau quand tu commences à être en international? J'ai pas joué les juniors. Je suis restée en Suisse. Mais tu as quand même fait tous les déplacements dans tous les cantons. C'est Ça, déjà du ça j'ai travail, fait, hein. ouais. Chaque week-end. C'était presque chaque week-end, j'ai joué des tournois. Alors, comme je dis, le sport, ça c'était tout pour moi. Et pour moi, c'était clair que je vais jouer un tournoi le week-end. Ok. Toujours. Tous les week-ends, il fallait jouer. Ouais, si tu joues pas un tournoi, tu vas jouer, si tu t'entraînes avec quelqu'un. Mais là, je dois vraiment dire, c'était pas comme. Il y a beaucoup de parents qui sont un peu too much. Mon père, il m'a toujours dit, si tu veux, je te supporte. Mais si tu le veux faire tout seul, je le fais pas. Ok. Mais Donc en gros, il y avait vraiment une éducation avec une ligne en disant, si tu veux aller dans le tennis, tu y vas, mais tu y vas à 100%. Sinon, compte pas sur moi. Mais c'est pas comme. Il m'a pas forcé le week-end. C'était moi. Quand j'ai pas joué un tournoi, je lui demandais, OK, vas-y, on va jouer 1 heure. Tu me donnes quelques balles et je frappe, ou je vais faire des services, ou je suis allée au club, il y avait des gens, j'ai attendu et puis j'ai demandé, est-ce que vous pouvez jouer avec moi encore 30 minutes? Ouais, tout ça vient de moi, c'était pas alors à la fin, c'est moi qui a fait la pression. Parce que derrière, tu sais aussi que les parents, ils font des sacrifices, donc tu te mets aussi une pression pour dire, je veux ma carrière, je veux avancer. Et ça, c'est bien. C'est aussi bien d'avoir réussi à te détacher de ça et de te dire, OK, le chemin, il faut que ça soit moi qui le fasse. Mon papa, il ne peut pas le faire pour moi. Et ça, c'est cool. C'est un gros travail en étant enfant, hein. Sur le circuit professionnel, il y a des choses que moi, je connais parce que j'ai eu la chance de vous côtoyer un petit peu. Mais qu'est-ce que les gens, ils ne voient pas? Il y a beaucoup de choses. Ouais. Est-ce que tu peux citer quelques exemples? Ouais, ce qu'ils voient, c'est la télé, le grand chelem, et tout ça, c'est super. Et ça, c'est vrai, c'est super. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est tu travailles beaucoup, tu voyages beaucoup toute seule. Ça, c'était dans ma carrière. Et des fois, ce sont des pays qui sont aussi dangereux. Comme je me souviens, j'étais au Ouzbékistan. Et aussi toute seule. Et je suis entrée dans la chambre à l'hôtel. Et normalement, j'ai pas besoin luxueuse
Une chambre avec un lit, ça te suffit. Ouais. Ok. Et puis après le grand voyage, je voulais prendre une douche. Alors, je suis allée à la salle de bain. J'ai ouvert comment on dit, l'eau. Ouais. Et c'était jaune. Et alors, je me suis dit, ah, ok, peut-être il y a personne n'était là pendant quelques jours, ça prend quelques minutes. Oui, oui, ça va. Et après 15 minutes, c'était toujours jaune. Alors, j'appelle la réception et je demandais à quelqu'un de venir et voir. Et puis, il est venu, il dit, eh, c'est quoi le problème? Il m'a dit, bah, je veux prendre une douche, mais comment? Il dit, quoi, comment? Moi, c'est jaune. Oui, mais ça, c'est normal ici. Ça, c'était le commencement. Et après, qu'est-ce que tu fais? Après quelques jours, tu prends la douche avec C'est au jaune? Ouais. Oui. tu manges les choses qui ont passé la date, tu sais. Il y a un moment. Ouais. Alors, et ça, les gens ne voient pas ça. La difficulté, c'est vraiment d'être seul, de pas avoir la chance de parler avec quelqu'un si tu perds ou si tu gagnes. Aussi d'aller dîner toute seule. Alors toi, tu parles toujours avec toi. Ouais. Et c'est des choses où on voit les grands chelems à la télé, on voit ce côté luxe, on voit ce côté. Mais la face cachée, c'est les gens qui doivent aussi passer les qualifications, où ils ne sont pas dans le tableau principal directement. Donc toi, tu joues dans l'ombre, comme tu dis, tu as une chambre en Ouzbékistan avec de l'eau jaune, tu n'as pas de staff. Les gens, ils se disent Roger Federer, c'est génial, il a tout. Non, non, non. Il n'y a pas de préparateur physique, il n'y a pas de coach mental, il n'y a pas d'entraîneur. Et toi, tu es avec ta raquette et tu dois prouver en Ouzbékistan que tu es capable. Est-ce que tu as d'autres anecdotes avec des choses que nous, on ne voit pas au niveau du circuit international? Oui, il y a beaucoup. Des anecdotes, des choses qui, pour toi, t'ont choqué en disant waouh. Ouais. Moi, j'ai organisé toute seule le vol, l'hôtel. C'est moi qui ai fait ça. Okay. J'avais personne qui a fait ça pour moi. Ouais. Et je me souviens, une fois, j'ai fait une faute. C'était la première fois que je suis allée en Amérique. Okay. Parce que mon père, il m'a dit, si tu prends un vol, prends un direct. Mais j'ai comparé les prix et c'était moins cher de prendre un autre vol. Avec changer. Avec une escale, ouais. Exactement. Alors, j'ai pris ça et quand j'étais là, j'ai vu, oups, c'est pas le bon aéroport. Ouais. Alors, j'ai dû prendre un... Mais ça c'était il y a plusieurs ans que j'ai fait ça. Là, j'ai eu que du cash, pas de carte de crédit. Alors, j'ai mis le cash dans mes chaussures. Et puis, j'ai dû appeler le taxi, mais j'ai pas des coins. On dit quoi en français? Ouais, l'endroit. Ouais. Le pourboire. Oui. Alors j'ai demandé à un mec qui était là, est-ce qu'il peut me donner un peu du cash, ouais. Comme ça je peux appeler. Tac, j'ai appelé le taxi et puis ça a pris 7 heures d'arriver à l'hôtel. 7 heures. Et c'était de 1 heure le matin, oui. De 8 heures. Okay. Waouh. Ouais. Et après, tu devais jouer? Oui, je devais jouer le jour après. Okay. Et tu vois, être là, j'étais tellement nerveuse parce que je suis toute seule avec un mec dans la voiture. Oui. Et... T'avais quel âge à cette époque-là environ? 14, 15, 16 ans. Waouh. Ouais. Et là, j'ai vraiment eu peur. J'ai même pris le téléphone de me préparer pour... si quelque chose passe, je peux... Oui, bien sûr, au cas où tu peux appeler la police. Ouais, maintenant je ris, mais là, c'était... 14-15 ans, ouais. C'est tôt. Et à quel moment, toi, tu vas vivre cette solitude? Tu es toute seule, tout le temps, jeune. Comment tu gères cette solitude avec toi-même? C'est quoi le secret pour se dire, OK, je suis seule, mais j'avance, tu te coaches, ton mindset, quoi? Oui, c'était mindset et je pense aussi que c'est la passion pour le sport. Ouais. Parce que j'ai toujours eu une vision et
je me suis dit, je veux jouer les grands chelems, je veux jouer sur le centre court. Et j'ai su, là, c'est la seule solution. Je sais, mes parents, s'ils peuvent, mon père, il paye tout, mais il n'a pas l'argent. Alors je sais, il n'y a pas d'autre solution. Alors je dois le faire moi-même. Je m'en souviens, j'ai toujours eu des papiers avec moi et quand j'ai eu des émotions, je l'écris sur les papiers. Ouais, ouais. Et après, à la fin de l'année, je prends ça et je le lis et je suis là, waouh. Tu as encore ces carnets aujourd'hui? Oui. Ok. Tu les as déjà relus ou pas? Relus? Tu as déjà lu de nouveau? Ah ouais, ouais. Oui? Ouais, ouais. Mais j'ai arrêté quand j'ai arrêté à jouer au tennis professionnel. Ok. Mais c'est incroyable parce que tu dois tout le temps aller de l'avant et toi, tu avais une vision, grand chelem. Comme les gens, quand ils voyaient ce côté luxe, bah toi, tu avais ce côté de je veux être dans le stade et je veux que les gens me supportent pour moi. C'est un petit peu ça ton rêve. Et comment ça se passe les semaines de tournoi quand tu es seul, loin de chez toi? Une semaine où tu pars seul, comment ça se déroule la semaine en général en étant sportif? Alors, avant le départ, je vois la liste avec les joueurs, les joueuses et j'essaie de, comment dire, set up mon entraînement. Et quand je suis là, ouais, au commencement, parce que je connais pas beaucoup de joueuses, j'étais toujours toute seule, mais après tu connais aussi les joueuses. À force de voyager, tu commences à connaître un petit peu les joueuses qui te suivent quasiment sur pas mal de tournois. Ouais. Et tu t'entraînes, et on va manger ensemble. Ouais, alors on n'est pas toute seule, mais à la fin, là tu fais pas des amis. Ah non, tu n'es Non. pas là pour faire des amis. Non. Et tu le sens. Même tu vas boire quelque chose ensemble, mais à la fin, tu sens, ok, c'est Une rivalité, Oui. un duel. Yeah. Ok. Je me suis beaucoup entraînée pendant les tournois. Ça, c'était ça. Si je peux faire la même chose aujourd'hui, Tu ferais la même chose? Ou non, tu ferais les choses différentes? différent. Tu ferais comment les choses différemment? Parce que pour toi, tu allais en tournoi, c'était comme un entraînement? Ouais, je me suis beaucoup entraînée. Il y avait comme je dis, il y avait que le tennis. Ok, donc tu as fait tournoi, tu allais t'entraîner, tournoi, et tu t'entraînais avec le tournoi aussi, à côté. Ouais. Tu n'as pas profité du voyage en fait. Non, c'est C'est ça que je comprends à travers. C'est pour ça que j'ai arrêté ma première carrière. Ça, c'était la raison. Exactement ça. J'étais là et je me suis posé la question, pourquoi je fais ça? Ça me fait mal. Ouais. Des fois, ok, le mot dépression, c'est un grand mot. Mais il y avait des moments que j'étais vraiment triste. Ouais, seule, et que je voulais être avec ma famille. Et je me suis posé la question, moi, j'ai pas des amis. C'est quoi comme vie, ça? Et c'est pour ça que j'ai pris la décision d'arrêter. Tu as arrêté à quel âge environ? C'était 20 et 24. 24 ans? Et tu as arrêté combien de temps? 15 mois. 15 mois? 15 mois pour te dire, le tennis, ça me manque. Le tennis, ça m'a toujours manqué. 15 mois. Qu'est-ce que tu fais pendant 15 mois quand tu te dis stop? C'est presque une dépression. On peut le dire, dans le sport, c'est quelque chose qui est difficile parce que tu as la solitude, mais il n'y a que toi qui comprends ce que tu vis. Personne d'autre peut comprendre si c'est en dehors du circuit, en se disant, attends, Amra, elle fait le tour du monde, elle est seule, elle doit faire des résultats pour pouvoir vivre aussi derrière, puis de te dire, tu peux pas comprendre ce que je vis. Tu vois? Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait pendant 15 mois pour revenir? Alors, pour moi, c'était clair que je veux rester au tennis, même si j'arrête ma carrière professionnelle. Alors, j'ai travaillé comme un coach. Et ça me fait beaucoup de plaisir. Mais de temps en temps, j'étais là et j'ai regardé les matchs. Puis il avait Bouchard et j'ai joué contre elle, je l'ai gagné. Oh, toutes les joueuses, Pegula, il y avait Timea qui a fait un grand comeback. Pachinski, ouais, avec la blessure. Combat Kids, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est juste. Hein. Elle avait arrêté, elle avait fait l'école hôtelière aussi, elle était revenue. Elle avait reçu une invitation de Paris, au niveau de Roland-Garros, et c'est comme ça qu'elle était revenue. Je me souviens, ouais. Ouais. Et elle était
là, elle est une inspiration pour moi parce Ok. que même quand je travaillais comme un coach, c'était super, mais quelque chose dedans m'a dit, Amara, tu as arrêté très tôt et pourquoi tu n'as pas profité quand tu as joué? Pourquoi tu n'as pas joué le match, tu donnes 5%, tu sais que moi je sais que j'ai toujours donné 5%, ça c'est 100%, 100, toujours. toujours. Euh, Je confirme en t'ayant vu au tournoi que tu es 100%, même plus. Ok. Tu donnes tout sur le terrain. Ouais. Et là, je me suis dit, pourquoi tu n'as pas profité? Pourquoi tu n'as pas... Ouais, c'est une belle expérience. Ouais. Mais pour moi, c'était que le tennis. Focus, Ouais. tennis. Ouais. Et voilà, puis j'ai vu Timea et je me suis dit, ça c'était le dernier kick. J'ai dit, moi, je dois revenir. Quand tu as vu Timea revenir et réussir, tu t'es dit, moi je viens aussi. Ouais, Ok. ouais. C'est beau de se dire ça. C'est une inspiration elle t'a montré le chemin au final. Ouais. Et après, j'ai recommencé. Et j'ai fait, ouais, dans 15 mois, j'ai travaillé beaucoup. J'ai donné beaucoup de leçons. Alors, j'ai fait, OK, money, l'argent. Et puis, j'ai pris la décision de revenir, mais complètement différent. 15 mois, et quand tu reviens, c'est une Amra 2.0. Ouais. C'est une Amra qui va vivre le tennis, mais de manière différente, à profiter aussi de ses voyages, je pense. Ouais. Et quand tu as une chose où je me dis, tu vois, il y a des résultats, des fois, ça ne suit pas. Tu fais des matchs, tu fais des tournois, ça ne marche pas. Comment tu t'en sors mentalement? Parce que là, on parlait après de ton comeback. Mais je pense dans une carrière de tennis qui est compliquée, il y a des défaites qui font très mal. Comment tu le vis intérieurement et comment tu vas de l'avant en se disant, voilà, c'est une défaite, ça fait mal, c'est dur, avant ou après, mais comment je gère ça à l'intérieur? Il y a des défaites qui font mal et il y a des défaites qui font vraiment mal. Ok. Et pour moi, comme j'ai dit avant, je pense la clé, c'est la passion. Parce que j'adore le tennis, aussi aujourd'hui. Euh, peut-être ça c'est maintenant un peu bizarre, mais même si je vais jouer avec quelqu'un, j'ai le feeling quand je joue sur le cours central à Wimbledon. Ok. Alors la passion, elle est toujours là et aussi dans ces moments difficiles. Avec les moments difficiles, Ouais. excuse-moi. Pour moi, c'était toujours, OK, peut-être aujourd'hui il pleut, mais demain, il y a le soleil de nouveau. Alors c'est toujours, quand tu te lèves encore une fois, allez, ça va, ouais, on y va, on y va, on y va. Yes. Ouais. Ouais. C'est comme dans la vie, je pense. Oui, ben, je pense que le tennis, ta carrière, elle reflète beaucoup une vie où il faut pas lâcher. Tu as ce côté très rouge où c'est compliqué. Tu vas toujours avoir des moments de doute, des défaites. Tu vas te blesser, mais le but, c'est toujours d'aller en avant. Toujours ce côté, oui, ça me fait mal, mais demain, ça va mieux aller. Mais là peut-être que je dois aussi dire, dans ma deuxième carrière, quand j'ai repris le tennis, au commencement, j'étais seule, j'ai voyagé seule, mais j'avais un coach, Mohamed Fettov. Oui, Et j'ai connu aussi. ouais, il est super. C'est une belle personne. Ouais. Personne est aussi sur le terrain, il sait de quoi il parle. Et après quelques mois, j'ai reçu un ranking et ils pouvaient voyager avec moi. Alors j'étais pas toute seule. Pour moi, c'était ouh. Entre ta première carrière où tu as été seule et ta deuxième où tu étais accompagnée avec ton coach, ça n'a rien à voir. Non. Je pense que tu te sens soutenu, tu te sens aidé, tu peux parler à quelqu'un qui comprend ce que tu vis. Oui. Et je pense que c'est pas du tout les mêmes périodes que tu as vécues entre le premier et le deuxième. Ouais. Mais est-ce que le classement pour toi c'était quelque chose qui a influencé ton tennis ou pas? Ça c'est une bonne question. C'est Hein. une bonne question. Je dirais oui. Parce que je peux pas dire non, même si j'avais mon focus sur les choses que je peux contrôler, Ouais. mais le ranking était toujours là. C'est quelque chose que tu regardais souvent? Oui. Oui. En même temps, si on veut faire des tournois de Grand Chelem, le classement il est important. C'est vraiment important. Et c'est ça. Alors, tu joues un tournoi, tu joues bien,
ton ranking il monte. Et puis aussi mon coach il m'a dit oui ça c'est que le ranking, il faut travailler, ça va venir. Moi j'étais ok, je suis 150. Ah peut-être qu'est-ce qu'il manque de entrer dans les top 100. Alors pour moi c'était vraiment important. Et pour rappeler, au niveau WTA, si je ne me trompe pas, si tu es dans les 100 premiers, tu peux rentrer dans le tableau assez facilement. Si tu es après, normalement, c'est compliqué. En tout cas, à l'heure actuelle, je sais que ça va changer, mais juste que les gens, ceux qui nous écoutent, ils ne comprennent pas forcément, il faut être classé dans les 100 premiers pour pas forcément faire une semaine de qualification avant un grand chelem, c'est ça? C'est correct. Donc, c'est clair que ça devient une obsession en train de te dire il faut que je rentre parce que derrière, c'est aussi plus facile pour toi de pouvoir faire des tournois avec peut-être une semaine de moins et pouvoir t'économiser que de voyager dans le monde entier pour faire encore des points. Et même là, tout ça c'est correct, mais aussi un truc c'était aussi l'argent. Oui. Parce que si tu es dans les top 100, tu joues 4 fois les grands chelems au tableau Principal, ouais. principal. Alors ça veut dire que tu as Tu peux tourner. même si tu perds le premier tour. Tu as de quoi tourner l'année, oui. Alors tu peux payer ton coach, tu peux payer tes voyages, alors... Tu peux vivre. Ouais. Et ça, c'est aussi un truc, peut-être quelque chose que les gens ne voient Ne pas. vois pas, ouais. Parce que, elle est 120, 126, ils m'ont dit. Ouais, je dis, ouais, c'est cool, et je joue à la télé, c'est super ça. Là, tu fais pas vraiment beaucoup d'argent. Non, c'est clair. Et puis, tu n'as pas forcément cette sécurité. Tu n'arrives pas dans un tournoi en disant c'est sécure. Tu arrives dans un tournoi en te disant ok, je suis 126, mais il manque 26 rangs pour pouvoir vivre de mon sport, avoir mon staff et puis pouvoir encore évoluer pour aller chercher encore ce gap. C'est pas la même chose que si tu arrives en se disant bah, il va falloir que je fasse encore plus de tennis, que je me déchire encore plus pour vivre de mon sport. Mais ça, les gens, ils ne le voient pas. Non. C'est beau de voir Roger Federer ou Wawrinka, mais derrière, c'est pour ça, moi j'ai vu Timea Bacsinszky à Kreuzlingen. C'était un match avec 2 points ATP. C'était un tournoi UBS à 10 000 francs. Avec 10 000 francs, tu sais très bien, Amra, qu'est-ce que tu fais dans le tennis? Pas grand-chose. Et ça, les gens, ils ne se rendent pas compte combien coûte un voyage, combien coûte le matériel, corder les raquettes, payer un coach, les préparateurs. Et bien, pour les sponsors, tu n'es pas intéressante. Bien sûr, parce que tu n'es pas dans les tops. Et toi, tu avais un sponsor ou c'était toi qui achetais ton propre matériel? J'avais un sponsor, j'étais Yonex, avec Yonex, oui. Et aussi la voiture. Il y avait un ami il m'a aidé pendant ma deuxième carrière, c'est Ernst Maurer. Et il a fait vraiment beaucoup pour moi. Heureusement qu'il y a des gens qui sont là en train de te croire en ta carrière en se disant je vais t'aider Amra. Exactement. Il était mon mentor. Oui, ton mentor. Mentor, ouais. Et on n'a jamais dit ça, mais aussi il a pris le management. Cool. Ouais. Et comme ça, c'était plus facile pour moi. Comme ça, tu peux aussi penser tennis. Pas penser à facture, voyage comme dans ton premier. En fait, entre la première version et ta deuxième version, on voit que tu as laissé des choses et tu t'es vraiment concentré sur ton sport. Et tu as, je pense, pris beaucoup plus de plaisir que la première où tu réserves tes voyages, c'est compliqué, tu te trompes d'aéroport. Oui, mais c'est une pression supplémentaire aussi quand toi, tu dois tout faire. Et on voit tout de suite la différence entre la première version et ton comeback. Moi, j'étais aussi plus âgée là, un peu. Alors, c'est différent. Bien sûr. De 16 ans, 24 ans, 25 ans. C'est pas la même chose. Ouais. C'est beau de revenir à 24 ans. Il y a des gens qui reviennent à 39, 40, on ne sait jamais. Comme Lindsey Vonn, on l'avait vu, 40, 41 ans. Toi, tu es revenu à 24. Donc, ça allait. Est-ce que ton classement au niveau WTA, est-ce que tu voyais les gens qui te regardaient de manière différente ou pas? Les fans, ton public? Ouais, mais pas les gens qui étaient importants pour moi. Tes proches? Ouais. Est-ce que ça n'a pas bougé? Ouais. Pas du tout. Okay. Mais les autres, c'était wow, elle est là et je peux voir. Il y avait une joueuse, je me rappelle, on a entraîné ensemble. Et j'ai joué Wimbledon contre Serena et je suis revenue, je l'ai vue. Et elle était dans le coin, elle m'a regardée et moi,
je la regardais, je fais aïe, aïe. Et puis, elle était comme ça. Et pour moi, c'était bizarre parce que normalement, elle est venue, elle a dit salut. Et je lui ai dit, hey, t'as un problème? Ouais, je ne savais pas si je peux dire salut ou pas. Wow. Et pour moi, c'était, ouais, je suis toujours la même personne. Alors moi, depuis quand je t'ai connu, sur les 2 ans où je t'ai suivi, tu n'as pas changé. Tu n'as jamais changé malgré ton classement, malgré les résultats. Tu étais toujours abordable, on pouvait toujours discuter avec toi. C'était ma mère, elle a fait un bon job. Exactement, Ouais. merci maman. Et Timéa, pareil, moi j'avais connu Timéa à Kreuzlingen, elle était classée 426e mondiale, je crois. C'était quand elle était revenue. Elle faisait des petits tournois et j'ai trouvé incroyable l'accueil, la place que vous laissez. On ne veut pas toujours être dérangé, c'est clair, mais derrière, vous êtes abordable, on peut discuter avec vous. Et même avec Stéphanie Vogelet, Belinda Bencic, moi je vous avais vu à la fête que à Berne. J'avais pu discuter avec vous 4 et c'était simple. Photo, autographe, sympa. Ouais. Mais de dire, je ne sais pas si j'ose lui dire bonjour, tu avais une certaine classe. Ouais. Il y a un moment où plusieurs fois dans ta carrière où tu t'es blessé. Tu as souffert du dos, si je me souviens bien. Il y a eu d'autres blessures dans ta carrière qui étaient difficiles ou pas? Non, pas vraiment. Ouais. Une fois, j'avais un problème avec le poignet. Oui. Bah ça, c'est assez connu. Hein. T'es droitière, t'es gauchère? Oui, je suis droitière, mais c'était le poignet gauche. Et je dû arrêter de jouer pendant 4 mois. Je ne pourrais pas jouer le dos backhand avec 2 mains. Le revers? Le revers, ouais. Et là, j'ai joué avec une main et je me suis posé. Ouais, tu vois, au commencement, c'est une blessure et ouais, ça va être bien. Et après 1 mois, 2 mois, tu te poses la question pourquoi ça n'arrête pas? Si ça reste toujours, qu'est-ce que je fais? Comment je peux continuer ma carrière? Est-ce que ça dit que je dois jouer le revers avec une main? Oui. À la Roger Federer. Ouais, mais je ne suis pas Roger Federer. Là, tu te poses beaucoup de questions. Mais heureusement, c'était que le poignet et le dos. En même temps, tu es assez grande aussi. Ouais. Tu fais quelle taille? 86. 1m86, donc tu es une grande joueuse aussi, donc on sait que vous avez plus de problèmes de dos à ce niveau-là. Mais donc tu as ton poignet, tu as ton dos, tu as eu peur à un moment que ça s'arrête? Ouais. Une fois avec mon dos, je joue un tournoi et j'ai dû arrêter parce que je ne pourrais plus bouger. Bloqué. Ouais. Totalement bloqué. Et tu vois, ça se passait une fois. C'est pas une fois. Il y avait peut-être 5, 6, 7 fois dans ma carrière. Et après, et ça prend toujours temps pour revenir. Et là, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais si je peux plus jouer au tennis? Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Parce que tennis, ça, c'est ma vie. Bien sûr, tu n'as connu que ça aussi. Et j'avais Toi, tu beaucoup peur. es sorti de l'école, tu as connu le tennis Ouais. et tu n'as pas fait une autre formation à côté. Oui, j'ai fait, comment on dit ça, carve-out. Si je veux, je peux travailler dans un bureau, mais ça, je sais que je ne veux pas faire. veux pas faire. Donc tu t'es donné, de toute façon, l'objectif, c'était le tennis à 100%. Ouais. Mais c'est vrai que toi, il y a quelque chose qui change, c'est la passion. Comme tu l'as dit avant, tu es quelqu'un de passionné par ton métier. Ouais. Et tu te dis, attends, ça va se stopper la passion? Ouais, je me suis dit ça et j'avais beaucoup peur. Comment ça se passe à ce niveau-là quand tu as une blessure? Ton entourage, c'est compliqué? Ils se posent des questions aussi ou bien ils t'encouragent? Comment ça se passe au niveau des proches? Ton papa, c'est quelqu'un qui a toujours été là, je pense, pour ta carrière. Ouais, il était toujours là, ma mère aussi. Mon papa, il était, ok, prends ton temps, mais après, on y va. Mais ma mère, elle était toujours là, ok, calme, tranquille, langsam. Parce que je ne sais pas le mot en français, Gesundheit. Quand tu es malade? Ouais, non, your health La santé, oui. est la chose la plus importante. Et comme ça, elle a pris la pression aussi de moi. Ouais. Elle a arrivé de prendre la pression de moi. Ouais. Mais même quand j'étais blessée, j'avais toujours le support de ma famille, de mon entraîneur. Ils m'ont motivée. Et ouais,
J'ai pas eu le feeling que j'étais toute seule. Ok. C'est beau, c'est beau. Et quand tu te sens, tu as aussi la blessure, mais de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe quand on est blessé au tennis? On n'a pas le classement protégé. Ouais. Donc, tu disais avant, le classement, c'est important pour pouvoir rentrer dans les tournois assez facilement. Donc, tu te blesses, tu arrêtes quelques semaines. À la maison, tu dis à ta maman, heureusement qu'elle a pris la pression, ton papa, il a dit maintenant, quand c'est bon, on y va. Comment tu gères cette dualité? D'un côté, il y a le classement, puis de l'autre côté, il y a la santé. Comment tu vis ça? Une bonne question de nouveau. C'est difficile, c'est vraiment difficile parce que tu sais, ok, si tu joues pas 4 ou 5 semaines, tu perds tous les points de l'année passée. Si on ne refait pas les mêmes points dans le tournoi, dans la WTA et dans la l'ATP, c'est clair qu'on les perd. Il faut toujours valider les points de l'année d'avant. Ouais. Donc, il faut toujours être au top. Ouais, et comme ça, tu perds le ranking. Ouais. Et pour moi, c'était vraiment important d'accepter ça. Ok, je suis blessée, la santé, c'est la chose plus importante. La priorité numéro 1. Si je perds mon ranking, je perds mon ranking, mais je sais que quand je reviens, je sais jouer au tennis et ça va pas être un grand problème de nouveau être. Ouais, De revenir et puis de reprendre ce classement. Tu l'as fait une fois, tu sais que tu peux le faire 2 fois. Ouais. Mais ça ne doit pas être facile à la maison où tu te dis, attends, je suis posé, tu fais de la rééducation, je pense aussi derrière, tu te soignes. Puis de l'autre côté, tu te dis, attends, le prochain tournoi, il va falloir que je recommence à retravailler et c'est toujours la même chose. Ça ne doit pas être facile, cette dualité. Non, pas du tout. Est-ce que tu as déjà une fois douté? Tu as déjà répondu à la question, mais à un moment, tu t'es dit, j'arrête tout. C'est fini pour moi le tennis, il ne faut plus m'en parler. Une fois, quand j'ai arrêté, je me suis posé cette question beaucoup de fois, franchement, dans ma première carrière. Mais aussi là, je pense que je parle pour la plupart. Si tu trouves un joueur ou n'importe quel sport, je pense chacun a eu À un moment, ouais, stop. Peut-être il parle pas de ça, mais ouais, je pense que c'est normal aussi. c'est clair. Est-ce que tu as, sans parler de chiffres, on va pas parler d'argent aujourd'hui, mais la pression financière du circuit, parce que ça te demande de voyager tout le temps. On va dire que sur 12 mois, tu voyages quoi? 10 mois? Tu as peut-être 2 mois, un moment un peu plus calme. Ouais. C'est juste environ? Est-ce que pour toi, ça, c'est une pression financière? Est-ce que ça joue sur le mental? Est-ce que c'est quelque chose où tu te dis, il va falloir y aller parce que sinon, est-ce que ça joue sur l'état d'esprit? Beaucoup. Ok. Ouais. Comme j'ai dit au commencement, la situation de mes parents, c'était pas si facile. Et j'avais toujours dans ma tête. Même mes parents me disent, oh, va profiter, joue au tennis, et ça va venir. Et ils ont essayé de prendre la pression, mais pour moi, c'était toujours dans ma tête. Toute ta carrière? Ouais, ouais. Même 126e? Même 126e. Parce que là, tu te poses la question, ok, c'est super 126e, mais tu veux être top 100 et puis encore plus. Top 50, top 10. Ouais, et tu veux voyager avec un coach et peut-être tu as besoin des fois aussi un physio. Là, il faut payer ça. Bien sûr. Et c'est de nouveau ça, ce que les gens ne voient pas. Pour moi, c'était jusqu'à la fin, c'était si grave comme dans ma première carrière, mais j'ai toujours eu ça dans ma tête. Ok, Amra, tu comptes, ok, je dois jouer un tournoi, ça coûte combien? C'est quoi le budget? Alors, c'était jamais comme ça que je dis, oh, je joue là, je paye ça. Ah, tu viens avec moi? Ouais, viens avec moi. Alors, Tu devais choisir, tu devais mettre tes priorités. Ouais. Ça, les gens te diraient 126e mondial, c'est pas incroyable, mais 126e mondial sur des centaines de milliers de personnes, c'est incroyable. En tout cas, moi, j'ai toujours été très respectueux, parce que moi, j'ai vu des petits tournois, j'ai vu des petites choses, justement, des gens se battre pour 2 points ATP. 2 points ATP, on rigole aujourd'hui quand tu dis ça. Mais derrière, tu as des gens, ils commencent là. Et tu as les tournois ITF qui sont en dessous. Toi, tu en as fait pas mal. C'est juste. Ouais. Et ça, c'est des tournois qui sont beaucoup moins cotés et ça te permet juste de voyager, de tourner. On va dire ça comme ça. Mais derrière,
Tu voyages pas en mode je vais à Ibiza, je vais prendre 3 semaines de vacances. Ouais. Tu vas jouer au tennis. Ouais. Et ça, les gens ne le voient pas et c'est dommage. Donc, comme on dit toujours avant Wimbledon, je crois que c'est 2 semaines avant, il y a les qualifications. Donc toi, quand tu arrives dans le tableau principal en 16e de finale ou 32e de finale, je ne sais plus, mais il y en a des, ça fait 2 semaines, ils jouent déjà. Donc ils disent 2 semaines de Grand Chelem, il y en a des, ça fait un mois au total pour arriver au bout, mais ça, on ne le voit pas. C'est quoi le moment où, comme tu as dit avant, ta première carrière, ta deuxième, où tu te dis, tu vois Timéa, mais tu te dis, je continue. C'était pas un moment quand j'ai pris la décision. Au commencement, quand je travaillais comme un coach, pour moi, c'était super ça. J'ai travaillé, j'ai eu l'argent, je pourrais payer mes factures, j'ai mes parents, mes amis. Tu faisais ta passion. Ouais. Et après quelques mois, j'étais ouf, ça me manque. Le tennis. Les tournois. Ouais, les tournois. L'adrénaline. L'adrénaline, ouais, ça me manque. Jouer des points importants, 5-4, 3e. Ça, c'est venir après quelques mois. Et moi, je sais, moi, comme personne, je suis comme ça si je veux quelque chose. Et je me suis dit, Amra, tranquille, langsam. Mais ça n'a pas arrêté. C'était toujours dans ma tête. Tac, tac, tac. Et puis, Toujours objectif. Oui. Et j'ai déjà fait le plan dans ma tête pour recommencer. Oh, c'est comment je vais le faire avec l'argent. Ok, Ah, tu avais déjà le plan oh, ouais. dans ta tête pour te dire, moi, à telle date, je serai là. Ouais. Ok. Ouais. Là, je peux faire ça, 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 ça. Et quand j'avais le plan dans ma tête, et puis, comme j'ai avant dit, le dernier kick, c'était Timéa, j'ai dit, ok, on commence maintenant. On y va. Tac. Elle a réussi, je peux réussir. Yeah. Ouais. Mais quand tu es entouré de Belinda Bencic, Timéa, Stéphanie Fogelet, et puis il y avait encore d'autres que j'oublie, excusez-moi, hein, mais eux, vous parlez de ces moments-là de carrière où c'est très... Le tennis, c'est un monde très solo. Ouais. Alors, est-ce qu'on parle de doutes avec les copines du tennis en disant, écoute, je suis pas bien, j'aimerais revenir, ou bien c'est des choses où vous en parlez pas? Pas les choses que j'aimerais. Je veux revenir, je parlais à personne, Personne ne savait que tu allais revenir sauf toi. sauf moi. Ouais. Mais les émotions, on partage aussi avec Belinda des fois dans les vestiaires après les matchs, avec Avec la Fed Steffi. Cup Ouais, mais ça c'est normal. C'est pas comme on joue au tennis et c'est ça. On est On est une famille, ouais, vous êtes une famille de tennis où il y a des émotions qui traversent le terrain. Et on a joué la Fed Cup ensemble. Je pense que ça aussi change beaucoup. Ouais, c'est la Billie Jean aujourd'hui. Et là, c'est la chance de représenter ton pays, la Suisse. Et ça, c'est une espèce de forme de réussite pour toi, Ouais. de porter le drapeau suisse et de te dire, moi, je joue pour l'équipe suisse. Ouais. Et c'était pour moi, quand je suis allée, c'était en Australie la première fois. Et c'était un incroyable feeling. J'étais vraiment là et je pensais, waouh, je peux jouer pour mon pays. J'ai le drapeau et puis je peux jouer pour le pays dans lequel je suis. Et quand j'ai joué les juniors, c'était loin. Ouais. Tu les regardais et tu te dis, waouh, un jour ça va être cool de jouer là. Et tu as fait pas mal de tournois avec l'équipe suisse. Tu as voyagé en Australie, tu as aussi joué à Berne, tu as joué à un moment Portugal, ouais. Et c'est beau parce que tu es avec quasiment les meilleures joueuses de tennis suisses qui sont là. Et c'est les meilleures qui représentent notre pays. Et merci de nous avoir représentés d'ailleurs. Mais ouais, je vous ai vu j'étais aussi à Chiasso. Malheureusement, j'avais réservé un week-end. Il a plu. Ouais. Je crois que c'était aussi contre l'Australie, si je me trompe pas. Le match n'a jamais eu lieu. Ouais. Ça fait partie du tennis. Le moment où tu te dis je continue, est-ce qu'il y a une phrase où tu t'es dit, voilà, c'est cette phrase, elle t'a accompagné pendant 13 mois, où tu t'es dit, il faut que j'aille de l'avant. C'était quoi le mindset que tu mets en avant? Ouais, c'était différent. Je me suis dit, c'est pas comme dans ma première carrière, tu dois le faire, tu peux le faire. Et je mets toujours quand C'est pas un devoir. Ouais. Ok. Et toujours quand j'étais nerveuse ou quand j'ai eu le feeling que je deviens triste, je me suis dit, Amra, stop. Il y a beaucoup de gens
qui veulent, s'ils peuvent faire ça, ça serait le plus grand truc ouais, le rêve. Et toi, tu as la chance. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu te fais la pression? Comme je dis avant, va jouer dans 100% comme j'ai toujours donné et profite. Et avec plaisir. Ouais. C'est beau quand tu dis il y a des gens qui pourraient être à ma place. J'ai la chance d'avoir cette place. Alors je les honore aussi. C'est beau. Et pour toi, qu'est-ce que cette épreuve elle a changé? Est-ce que la définition du mot réussite, si tu as compris, est-ce que le fait de ta première partie de carrière et ta deuxième, est-ce que la réussite a changé pour toi? Du fait de devoir faire du tennis, ou là c'était plutôt plaisir? Ça, le change, c'était le mot plaisir. Plaisir. Ouais. Et pour toi, c'est une espèce de réussite, ta deuxième partie de carrière? Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, ben, les plus beaux moments de ta carrière, ben, c'est à Wimbledon contre Serena Williams. C'est Wimbledon, aussi la Fed Cup à Portugal avec Peter Schneider. Tu jouais en double. J'ai aussi joué les oui. simples, mais aussi les doubles, mais c'était que le feeling ensemble, l'équipe était parfaite. Oui. Et il y avait le sélectionneur qui était incroyable, le coach. Ouais. C'était tout le team. Oui, on voyait autour du coach, avec vous, on voyait les sourires, on voyait que c'était une bonne ambiance. Moi, je vous ai vu à Berne après le tournoi. Je suis resté le soir, vous vous êtes entraîné, c'était une super ambiance. Et je vous ai vu dans les gradins et c'était OK, on se fait un petit match, on s'entraîne, mais toujours en mode bienveillance. On est content d'être là et puis il n'y a pas de ah, elle est meilleure. Non, c'est une famille. Et aussi l'Australie, le Grand Chelem, c'était super. Même si j'ai pas vraiment bien joué, ouais, pas vraiment bien joué, j'ai perdu deuxième tour dans les qualifs contre Steffi Vögele. oui. Mais ça, c'était grande joueuse et grande personne. Oui. Et ouais, ce tournoi, je sais pas, c'était aussi spécial. Et c'est quelque chose aussi de jouer contre une amie que tu connais en face. Ça doit être, le feeling, il doit être aussi totalement différent. C'est ça, ouais. Tu te dis, attends, mais je la connais bien. Mais à la fin, quand tu joues, je pense que tu veux gagner, c'est clair. Mais c'est un peu bizarre, ouais. Ouais. Puis la sensation à la fin du match, tu redeviens copine en se disant, voilà, gagné, perdu, ça change pas. Non, pas du tout. Tu as eu des autres moments dans ta carrière qui étaient clés, des moments où tu te souviens, où tu te dis, waouh. Aussi Toronto, quand j'ai gagné le tournoi. J'étais en Amérique pendant 3 mois, alors 12 semaines, et je me suis entraînée beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, j'avais un entraîneur qui était vraiment Dur, tough, ouais. très, très dur. Et après 11 semaines, je voulais partir. Stop. Trop. C'était trop, parce que j'ai pas eu des résultats que quarterfinals. Mais je me suis entraînée beaucoup et puis je me dis pourquoi je fais ça, come on. Je donne tout ce que je peux donner, je m'entraîne beaucoup, mais il n'y a pas de résultat. Pourquoi je suis là? Alors j'ai appelé ma sœur et j'ai dit Semra, je peux plus, je veux rentrer à la maison. Et puis elle m'a dit, t'es un clown. Et j'ai expliqué quelque chose de différent. Et puis elle dit, ouais, t'es là déjà, on se met, pourquoi tu finis pas le bloc? Et après, tu reviens. Non, je ne veux pas. Et puis, elle a dit, ouais, si tu reviens maintenant, ça montre que tu n'es pas forte. Et là, elle m'a... T'as piqué. Ouf. Alors, ça fait mal. Oh, ça fait beaucoup mal. Et après, je dis, OK, je vais jouer le tournoi. Mais j'ai pris le vol avec mon coach. On est arrivé. Il a pris mon bagage de l'aéroport au terrain. Jouer les qualifications, j'ai passé les qualifications, je ne sais pas comment. J'ai passé les qualifications et là, après, j'ai gagné le tournoi. J'ai battu Bouchard, 6-1, 6-2. Ouais, il y a des bonnes joueuses là. Et pour moi, c'était wow. C'est un moment clé parce que Bouchard était bien classé là, à cette époque-là. Grande joueuse de tennis. Ouais. Et jouer contre Serena,
C'est quelque chose de très spécial ou pas? Aussi. Ouais, C'est la plus grande joueuse de tous les temps. oui, c'est la plus grande joueuse et pour moi, c'est aussi le tournoi le plus élégant de Wimbledon. Tout est en blanc, tout est Ouais, classe, Roger. ouais, et c'est vraiment ça. Là, tu vois les joueurs et les joueuses, ils s'entraînent, ils frappent pas les raquettes. Ça, tu vois C'est plus. tout dans la coutume du tennis Ouais. pur. Ouais. Et c'était toujours le tournoi que pour moi, le plus beau tournoi. Alors, ça, en top, ça le fait encore, c'était le moment encore plus spécial pour moi. Entrer dans le centre court avec les gens, euh, pour moi, c'était je suis entrée, mais j'ai rien entendu. Ok. Et ma sœur, elle m'a dit, bah, les gens, ils ont fait du applaudissement, c'était loud, je sais pas comment on dit en français. Très très fort. Moi, pour, Toi, tu étais dans ta bulle, ouais, tellement j'ai focus rien sur ton entendu. match. Ouais. Ouais, mais c'était spécial. Jouer contre Serena, c'est un rêve qui est devenu réalité. Ouais. Ouais, alors toi, tu as eu la chance de connaître Serena. Il y a eu Timea aussi qui a joué contre Serena Williams 2 fois à Paris, je crois. Mais ouais, c'est des choses où t'as pas forcément la chance dans ta carrière de jouer jusqu'à Serena. Des fois, on n'y pense pas, mais il faut passer toutes les étapes avant d'arriver jusqu'à là. Et toi, tu as passé toutes ces étapes, tu arrives contre Serena et là, si ça c'était en première carrière ou deuxième carrière? Deuxième carrière. Donc, heureusement que ça arrive en deuxième, parce que je pense que tu vis complètement le moment différent, tu profites. Tu joues à 100%, mais tu es consciente de la chance que tu as. Je pense que ça serait arrivé dans la première, tu aurais vécu peut-être les choses de manière différente. Et le choix de finir ta carrière, parce que là on passe dans les moments clés, à quel moment tu te dis j'arrête? Euh, j'étais en Amérique de nouveau. Et Une là, grosse histoire avec les États-Unis. ouais, les États-Unis, ouais, les États-Unis. Euh, et à côté du tennis, pour moi, c'était aussi un grand rêve d'avoir une famille. Et avec le tennis, avec le voyage, c'était difficile. C'est compliqué. Ouais. Et là, j'ai pris la décision, ok, ça suffit, j'ai profité, c'était super. Et maintenant, j'ai senti que je pourrais plus donner 5%. Veut dire, je peux plus m'entraîner 6 heures chaque jour. Et puis, je me dis, ok, Amra, tu sais que tu peux plus, mais si tu veux monter encore plus, il faut tenir ce niveau. Et moi, pour moi, c'était Stop. stop. Ouais. Tu sentais que le corps, la tête, c'était... Le corps, c'était ok, mais c'était la tête. J'étais contente. Avec quel âge à ce moment-là? Bonne question, 29. 29 ans? Ouais. Et aussi la question d'avoir une famille avec mon ami, et c'est devenu ma priorité. En même temps, tu as vécu ta passion pendant toutes les années, depuis presque 12 ans. À l'âge de 12 ans, ça commence jusqu'à presque, on va dire, 30 ans, où voilà, l'évolution, elle est aussi... tu as vécu toute ta carrière dans le tennis. Donc, il y a un moment, tu as aussi le droit de dire, je me choisis et je fais autre chose dans la priorité. Donc, on voit Belinda Bencic qui a eu un enfant et qui est revenue. Mais il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à faire ça parce que derrière, les priorités, elles changent aussi. Tu as un enfant, tu sais pas si tu as envie de le faire voyager à travers tout le monde entier. Il y en a beaucoup qui ont essayé, il y en a plein qui ne sont pas revenus aussi non plus de l'autre côté. Donc les priorités, elles changent. Donc 29 ans, tu prends la décision d'arrêter. Et après, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai su quand j'arrête ma carrière professionnelle, je veux devenir coach. Comme tu avais fait pendant la transition de 13 mois qui t'avait plu. Ouais, mais un peu différent. Ok. Je sais, ok, j'ai beaucoup d'expérience maintenant et je veux faire quelque chose moi-même, on dit ça? Ouais. Créer Ouais. Rester dans le tennis parce que même aujourd'hui, comme je dis, tennis, c'est toujours ma passion et ça va être toujours ma passion. Et ouais, j'ai su, ok, j'aimerais bien avoir une académie où je peux aider les jeunes. Aider les jeunes veut dire, ok, ne laisse-les pas faire les mêmes fautes que j'ai fait.
aussi dans ma première carrière. J'ai su, OK, l'argent, c'est un problème. Mais peut-être j'ai dû jouer 10 tournois, mais les 10 tournois avec un coach, avec support, et pas 20 tournois toute seule. Oui. Et pour moi, ça, c'est vraiment... Parce que dedans, je sens que j'ai pas réussi ce que je voulais. Ouais. Et ça me fait mal, même aujourd'hui, s'il y a des personnes qui me disent, wow, 126, super, pour moi, c'est cool, mais c'est pas les top 100. Et je sais où j'ai fait des fautes et je sais qu'est-ce qu'il faut. Pour aller plus loin. Ouais. Ouais. Et L'effet ça, de levier, de se dire là, si je fais ça, je sais que le résultat, il est x10 par rapport à ce que j'ai fait avant. Au lieu, comme tu dis, au lieu de faire de la quantité, faire de la qualité. Ouais. Et comme ça, je veux aider les petits joueurs, ouais, aider sur ce chemin qui est long. Donc, tu arrêtes ta carrière, tu arrêtes tout. Tu as la mission de se dire, bah, je vais construire une famille avec ton conjoint. Et tu ouvres une académie de tennis, Académie Amra Sadikovic, en Argovie. Je ne peux pas te dire le lieu, tu le diras toi avec ton accent. Et pour toi, en fait, la transmission, c'est quelque chose qui est aujourd'hui ta priorité de dire, voilà, j'ai fait des erreurs. J'ai aussi eu la chance de jouer contre des grandes, Bouchard, Serena, Timea ou autres. Et aujourd'hui, je vais apprendre aux jeunes comment se développer et surtout, tu peux les aider avec le mindset. Avec le mindset, dans le tennis, c'est énormément important. Et moi, je n'avais pas cette personne. Et j'essaie quand je parle avec les juniors, je dis, OK, donne 5% et profite aussi. Il y a le joueur et il y a la personne. Et ça, c'est méga, beaucoup important pour moi. Parce que toi, à la maison, à l'époque, tu arrivais à faire cette transition. Mais quand tu es 10 mois loin de chez toi, c'est compliqué de faire la transition, de trouver sa maison intérieure, de se dire, OK, Amra joueuse de tennis, mais Amra privée, il n'y a pas. Toi, tu étais focus tennis. Et toi, tu dis, tu donnes à 100% sur le terrain, mais 100% tu profites aussi à côté de ta vie. Ouais. C'est ça un petit peu le message aujourd'hui. Hein. Et qu'est-ce que tu veux transmettre au-delà du tennis aujourd'hui, au niveau des jeunes? Transmettre? Qu'est-ce que tu veux donner au-delà du tennis aux jeunes aujourd'hui dans la formation à travers ton académie? Si tu as un rêve, tu dois vivre pour ça. Okay. N'importe quoi les personnes autour de toi te disent. C'est un peu difficile. Ça veut dire si tu as un rêve, malgré ce qu'on te dit autour de toi, il faut avancer. Ouais. Okay. Et là, tu as besoin de passion, plaisir et consistency. Oui. Je parle le mot français. J'ai compris. Ouais. Mais c'est ces trois choses-là qui sont très très importantes aujourd'hui, de se dire, OK, dream, focus et pas oublier le plaisir à travers le rêve. Parce que c'est bien d'être focus, mais entre la première version et la deuxième version, toi, tu es peut-être passé à côté de certaines choses au début. C'est ça que tu essaies aussi de transmettre aujourd'hui. Ouais. Trouver la balance. Oui, un équilibre. C'est toujours la même chose. Si tu as une chose à donner aujourd'hui sur le mindset, ça serait quoi? Pour mes joueurs ou les joueuses ou... Pour tes joueurs et pour moi et pour les gens qui nous écoutent. Commence déjà par tes joueurs, c'est plus facile, je pense. Travaille et profite comme c'est le dernier jour. Okay. Travaille, mais profite comme si c'était le dernier jour. Okay. Et puis si ça serait si ça serait moi, tu me dirais quoi en mindset pour me dire Celestino? Du tennis ou... En général, avec tout ce que tu as appris durant ta carrière, durant Amra Sadikovic en tant que joueuse de tennis internationale et en tant que Amra même dans la vie, qu'est-ce que tu me donnerais en mindset? Just get up one more time. Ok, ça me va. Ouais. Ça me va.
Je sais pas comment on dit ça en français, mais... J'arrive pas à faire la traduction, mais Ok, j'ai compris. ouais. Je sais pas exactement les bons mots. Qu'est-ce qui te rend fier aujourd'hui de ton parcours? Ouais, qu'est-ce qui est la fierté pour toi de... T'as compris le mot? Hein? Mais moi, je suis fière que j'ai mon académie ici et je peux aider les enfants, les adultes, tout le monde. Euh, Donner du plaisir. du plaisir, ça c'est le grand mot pour moi. Ouais, c'est ce que j'ai compris à travers l'académie, en tout cas. C'est... Parce que si tu as du plaisir, tu peux faire dans les moments difficiles, difficiles, euh, si tu as le plaisir et la passion, tu peux arriver Tu peux arriver très loin. très très loin. C'est la passion. La passion, la place passion, plaisir, positivité. Aller de l'avant, Ouais. toujours aller de l'avant. Ouais. Malgré que c'est difficile, malgré qu'il y a des moments trash dans la vie, hein, toujours aller en avant. Ouais, toujours. Positive attitude. Ok. Et si tu devais parler à Amra plus jeune, tu la connais cette question, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Il y a deux choses. Une chose qu'on parle de nouveau de ça, c'est de profiter, avoir plaisir ce que tu fais, be thankful. Et peut-être aussi un truc, qualité avant Quantité? quantité. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a rendu plus fort dans les étapes de ta carrière? Quels sont les moments où ça t'a rendu plus fort? Rendu, ça veut dire. Qu'est-ce qui t'a donné plus de force? Qu'est-ce qui t'a fait avancer? Ouais, maintenant, si je regarde sur mes carrières, ce sont les moments difficiles, qui étaient difficiles. C'est ça qui t'a rendu plus forte. Et qu'est-ce qui t'a rendu plus fragile? On parle jamais de ça, on parle toujours des moments plus forts, mais qu'est-ce qui t'a rendu plus fragile? Tu peux pas le faire toute seule. Être seule, je peux utiliser le mot casse un peu. Oui, oui, ça te casse, bien sûr. Tu penses faire seul parce que tu es aussi focus, parce que tu penses tennis, tu manges tennis, tu dors tennis, et tu vois pas forcément ce qui se passe autour de toi, donc tu es focus et tu oublies peut-être certaines choses, ouais, ça peut te rendre plus fragile. Et est-ce que tu as encore envie de dire quelque chose avant que je te pose la dernière question de mon podcast? Oh, je pense que j'ai beaucoup parlé. On a parlé de Amra au niveau de sa carrière. Amra, aujourd'hui, tu es aussi maman. Tu as la chance d'avoir une petite. Ouais, Félicitations encore. merci. Et est-ce que tu veux parler un petit peu de cette transition aujourd'hui, du fait d'être maman, ou c'est des choses que tu n'as pas forcément envie d'aborder en quelques mots? Ok, il y a beaucoup de choses quand j'étais jeune et ma mère, elle m'a dit des choses, je pensais, oh, comment, qu'est-ce que tu parles, maman? Et maintenant, quand je suis maman, je comprends ce qu'elle a dit. Alors, peut-être pour les jeunes ou les juniors, euh, des fois, on ne comprend pas ce que notre parents veulent et on pense, oh, qu'est-ce qu'il veut ou elle veut maintenant. Mais ce sont les personnes qui sont là pour toi tout le temps et qui veulent the best for you. Oui, le Ouais. meilleur pour toi. Ouais. Donc en gros, ça serait un conseil, ça serait écoute un petit peu plus tes parents, Ouais. Ouais. parce que tu n'as pas forcément toujours écouté ta maman. Ouais. Désolé maman. Ouais. Sorry, maman. C'est un beau conseil. Je vais clôturer l'épisode avec une question que je pose souvent maintenant. C'est, s'il y a une personne qui est dans une période très rouge, très difficile, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne? Que ça va passer. Ça va passer, mais il prend temps. Et il faut accepter la situation et savoir que j'espère qu'on n'est pas seul. On a des personnes, la famille peut-être, les amis, parle avec eux et ouais, peut-être pense aussi à les temps qu'on comment on dit,
il n'y a pas que les... Bons moments. Ouais, pense à les bons moments. Et pourquoi tu fais ça? Et pour moi, ça, c'était aussi, ça m'a aidé pourquoi je fais ça. Hein? Parce que j'adore ça, c'est ma passion. Et c'est vraiment comme ça. Aujourd'hui, il pleut, mais demain, il va avoir le soleil. Merci beaucoup. Je pense qu'on ne peut pas finir mieux que sur cet épisode avec cette phrase que bah, demain il y a du soleil, c'est pas parce qu'il pleut aujourd'hui, mais demain il y a le soleil qui est là. Et même quand il y a les nuages, le soleil il est toujours là. Ouais. Et c'est dans les moments où moi, en résumé de ta carrière, ce que j'ai compris, c'est que les moments dark, les moments qui ont été pas faciles, c'est ce qui t'a fait évoluer, c'est ce qui t'a fait grandir, c'est que ta version 1 V2, c'est que grâce à ces moments difficiles, tu es devenu Amra Sadikovic. Ouais. Malgré un rang à 126 mondial que moi je respecterai toujours, euh, c'est juste incroyable ton parcours. Moi, tu es quelqu'un que j'admire énormément et c'est pour moi un honneur de pouvoir venir te passer dans mon podcast et je voulais juste te remercier infiniment pour l'accueil et vraiment c'était un plaisir et une chance pour moi. Merci beaucoup. Merci à toi. Très gentil et je te souhaite tout de bon pour la suite et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.